pense que tu peux pas comprendre quelle est la gravité d'une perte de liberté quand t'as pas eu un client face à toi qui est en train de pleurer. Je pense qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que tu stresses parce que sinon ils peuvent pas te vendre le médicament. Il a l'air d'avoir un avis très tranché sur les choses. Et là, on a l'impression qu'il s'adapte parfois un peu, alors pour répondre certainement à des exigences, on le sait. Une société qui se clive, qui se polarise beaucoup, avec chacun qui déshumanise l'autre camp, en fait. Nous, on nous vend qu'un avocat connaît tout par cœur. Et en fait, tu nous dis finalement, pas tant que ça. Que quand t'as un homme politique qui vend sa version, sa lecture d'un jugement, il y a 9 chances sur 10 que si c'était lui le mis en cause, c'est pas la bonne lecture à avoir. Bonjour, bienvenue sur Cause Alex. J'ai le plaisir de recevoir Rémi Dandan, qui est un confrère. Bonjour Rémi, avocat au barreau de Lyon, c'est ça? C'est ça. Qui exerce essentiellement en droit public. Est-ce que... Que ça. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le droit public en 2 lignes pour ceux qui ne connaissent pas? Quelles sont les problématiques factuelles finalement que tu rencontres, concrètes, que tu rencontres dans la vie de tous les jours? Le droit public, c'est simple, c'est le droit qui va régir les relations avec les administrations, s'il fallait le simplifier. Moi, pour ma part, je vais beaucoup faire donc du droit de la fonction publique, du droit de l'éducation et de l'enseignement supérieur et de l'urbanisme. Donc, les problématiques concrètes, c'est t'as acheté une très belle maison à la campagne avec une vue sur des montagnes. Le lendemain, ton voisin veut construire une maison très haute qui te gâche la vue. Tu m'appelles et on peut travailler sur ces questions. Après, il y a toutes les questions liées aux étudiants, avec les questions des ajournements, les conseils de discipline, les aménagements pour les personnes en situation de handicap ou qui ont des troubles de santé. Et puis après, dans la fonction publique, c'est un peu l'équivalent du droit du travail. Donc, en fonction du statut qui est quand même assez complexe pour les fonctionnaires. En plus, tu distingues l'État, l'hôpital et les collectivités territoriales, donc c'est très vaste. D'accord. Et tu t'éclates dans dans l'exercice de cette matière qui est finalement plurielle, j'ai envie de dire. Exactement. Parfait. Eh ben écoute, merci de nous dire un petit peu plus sur ce que tu fais au quotidien. Donc je vais te poser des questions avec différents termes. On va parler des libertés publiques. Je sais aussi que tu enseignes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu fais concrètement? À qui sont tes étudiants? Alors, moi, j'enseigne uniquement une seule matière, la protection des libertés fondamentales, dans un établissement privé qui prépare les étudiants au CRFPA, donc ça s'appelle Cap Barreau. En parallèle, moi, j'ai aussi un petit groupe d'étudiants, on est une trentaine, où pareil, je les prépare au barreau uniquement dans cette matière-là. Donc des futurs avocats à chaque fois. C'est que ça. Exactement. Super, d'accord. Et l'idée, c'est de créer 2 trucs. Une proximité avec les étudiants, que ce soit avec mon petit groupe ou la prépa. On a à cœur d'avoir des petits effectifs pour pouvoir créer de l'humain. De la proximité aussi. On est potes, en fait, après, à la fin. Moi, je vais au mariage de... C'est pas vrai. Si, vraiment. Ah oui, ça crée vraiment des affinités, des liens. D'accord. À terme. Oui, bien sûr, évidemment. Pendant l'année, je suis dur, ils me détestent. Mais après, ils comprennent. Et donc, voilà, je les prépare uniquement au grand oral sur la partie vraiment liberté fonda, mais aussi sur la partie prise de parole, puisque... Ah oui, l'art oratoire, c'est important. C'est capital même, et surtout, c'est là que tu fais la différence entre deux étudiants. Exactement. Parfait. Merci à toi. Donc, on va commencer à parler des libertés fondamentales publiques. J'ai une petite question d'actualité. On sait tous ce qui arrive en ce moment avec Marine Le Pen. On a entendu parler de l'exécution provisoire, de l'inéligibilité, j'arrive même pas à dire le mot. Concrètement, en 2 lignes, juste pour que on comprenne concrètement, parce que c'est l'une des choses que tu fais au quotidien, de quoi on parle quand on parle de ça? D'inéligibilité, Oui. En fait, c'est très simple. C'est l'inéligibilité, c'est une forme de garantie qui est apportée en fait aux citoyens. C'est-à-dire que si tu pars du principe que notre système démocratique est basé sur de la représentation, c'est le fait que le citoyen accepte de ne pas pouvoir tout faire lui-même parce qu'il va déléguer à des gens de confiance. Tout à fait. Quand ces gens de confiance trahissent sa confiance et volent le citoyen, forcément, ils n'ont plus le droit de le représenter. Donc, c'est simplement ça le débat au fond. Après, c'est toujours la même chose et je trouve que c'est un débat qui est extrêmement intéressant. C'est que ceux qui dénoncent le caractère très laxiste de la justice la trouvent toujours très sévère quand ça les concerne. Vrai, absolument. Et ça montre qu'on a toujours beaucoup de facilité à réclamer de la sévérité quand on n'est pas concerné, et donc à toucher aux libertés quand on n'est pas concerné, mais à comprendre à quel point c'est précieux quand on les perd. Quand on devient l'objet du débat. Exactement. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire, sommes-nous encore en démocratie ou vit-on dans une illusion juridique? Non, je pense qu'on est quand même encore en démocratie. Je pense que c'est simplement un concept qui est friable et qui dépend beaucoup de la valeur qu'on lui donne.
D'accord. La démocratie, c'est un peu comme l'amour dans un couple. Ça n'existe que si tu as envie d'y croire. Oui. Et donc, si le citoyen ne s'octroie pas le droit de s'exprimer par toutes les manières pour pouvoir faire en sorte que ceux qui sont censés l'exercer en son nom eh bien, exercent la politique de manière noble, alors ces derniers vont aller vers un système un petit peu plus pirate. Mais je crois qu'on a encore beaucoup de chance aujourd'hui en France, malgré toutes les critiques qu'on peut apporter. Le seul fait qu'on puisse les formuler, c'est déjà un signe de démocratie qui est saine. On peut dire ce qui ne va pas, en fait. On peut dire ce qui ne va pas, en débattre. Et ça, c'est quelque chose d'important, de précieux. Absolument. Parce que si tu te rends compte que quelque chose ne va pas, c'est que déjà, il y a quelqu'un qui a mis le cadre. Le focal dessus. Exactement. Donc, c'est déjà quelque chose que dans d'autres pays, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas cette information qui est aussi libre. Simplement, ce qu'il faut, je pense, c'est aussi, c'est bien de mettre le doigt sur ce qui va pas dans le monde politique. C'est encore mieux de se dire qu'est-ce que je peux faire moi pour changer ça en tant que citoyen. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu changerais, toi? À mon petit niveau, moi, j'essaie simplement d'apporter un petit peu plus de culture juridique et de la rendre plus accessible à tous pour que déjà chacun comprenne exactement les enjeux de ce qui se passe. Et puis ensuite, en tant qu'avocat, j'essaie de défendre les droits et les libertés au quotidien à échelle homéopathique et par l'enseignement. J'essaie de transmettre un petit peu ce virus de liberté à ceux qui passent par mes classes en espérant que, en étant, entre guillemets, seul dans mon entourage à mener ce combat, demain on sera 2, puis 10, puis 15, Bien sûr, puis 100. la transmission, c'est le plus important. Et dans le droit, je pense qu'il n'y a aucune autre matière qui est plus parlante que le droit pour transmettre, pour connaître ses droits, faire connaître à ses proches leurs droits et avancer comme ça. Exactement. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui renonce à se défendre parce qu'il ne savait pas qu'il avait un droit. Je le vois tous les jours et c'est vraiment dramatique. Exactement. Merci à toi. Le droit est-il réellement un rempart contre l'arbitraire ou juste un outil du pouvoir? Je pense que c'est un véritable rempart contre l'arbitraire. Quand on a l'impression que c'est un outil du politique, il y a deux possibilités. Soit c'est véritablement quelque chose qui a été instrumentalisé et donc dans ce cas-là, il faut faire confiance à un juge. Et lorsqu'on est déçu d'une décision de justice, il y a deux possibilités encore. C'est est-ce que véritablement le juge a été dans une analyse juste, et si c'est pas le cas, il faut aller à l'échelon du dessus. Et les voies de recours. Exactement. Soit c'est simplement que le droit, ça peut arriver, et bien réfléchi à l'origine, mais pas adapté à une situation en particulier. On se rend compte parfois qu'il n'est pas suffisamment précis sur des sujets, et donc on va vers des évolutions législatives. Il y a une espèce de vide juridique parfois. Exactement. Mais ce qu'il faut par contre, c'est accepter de modifier la loi lorsque c'est pour aller vers plus de garanties, plus de liberté, mais pas quand c'est pour faciliter l'instrumentalisation de ce dernier par des gens qui sont pas sains. Les juridictions administratives sont-elles indépendantes ou sous influence de l'État, selon toi? Ah non, elles sont indépendantes. Oui, pour moi, elles sont indépendantes. Je pense qu'on fait un mauvais procès à la juridiction administrative. Je pense en revanche qu'il y a un problème de culture. D'accord. Dans le sens où je crois que il faudrait éduquer le peuple? Non. C'est ça que tu veux dire? Ah non. Quand je dis, en fait, c'est un choc des cultures. C'est-à-dire que tu as en face de toi des gens qui sont en fait des quand même hauts fonctionnaires. Et avec une culture administrative forte et qui parfois ne comprennent pas, mais n'ont même pas conscience de ne pas le comprendre, les attentes de l'administré. Et donc, ils ont, je crois, la conviction de rendre une bonne justice, mais elle n'est jamais perçue comme telle par un administré. Ce sont deux réalités qui s'affrontent. Exactement. Prends un cas extrêmement récent. Le 1er avril, il y a quelques jours, le Conseil d'État rend une décision sur la suspension de TikTok dans le cadre, tu te rappelles, de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Et il dit que cette suspension était illégale telle qu'elle a été faite par le gouvernement, mais ça tombe quoi? 1 an après la fin du problème. Oui, absolument. Mais au moment du problème... C'est toujours un peu décalé finalement. Voilà. La solution juridique arrive après 2 ans, 3 ans, 4 ans après le véritable problème. Exactement. Sauf qu'en droit administratif, il y a cette procédure de référé qui fait que pendant le problème, tu peux saisir le juge. Urgence. Et là, on ne sait pas pourquoi il a considéré qu'il n'y avait pas d'urgence. Personne n'a jamais compris. En tout cas, moi, j'ai pas compris quel a été le méli-mélo qu'a cherché, on dirait, à créer le juge, tu vois, pour se soustraire un petit peu de sa compétence. Et je trouve que
c'est dommage. Et on a pu déjà faire cette remarque en matière à chaque fois qu'il y a des régimes d'exception, tu vois, en période d'état d'urgence, Bien parfois sûr. on nous disait il n'y a pas d'urgence, tu dis mais si c'est pas maintenant, Ce sera jamais. plus tard, ce sera trop tard, ça sert à rien en fait. Bien sûr. Il faut saisir le bon moment et agir au bon moment, en fait, c'est ça. Exactement. Et les juges, c'est valable pour eux, mais ils vont mettre ça sous le dos de on n'a pas le temps pour l'instant, ce n'est pas l'urgence du moment, de l'instant. Il y a toujours une bonne excuse, hein, mais Oui, et malheureusement, puis cette volonté des juges de pas trop non plus s'ingérer dans le pouvoir de l'État, encore plus quand tu es au Conseil d'État et que tu sais que ta décision va avoir un impact politique important. Tout à fait. Je pense que parfois il y a une forme Ils prennent un peu de recul. Ouais, peut-être trop. Oui. Et quand je dis choc de culture, c'est que c'est un peu le rapport citoyen-policier. Le policier a toujours l'impression de bien faire son job. Oui. Et le citoyen dit, mais non, là, c'était trop violent. C'est ça. Les étudiants en droit sont-ils suffisamment formés aux enjeux démocratiques actuels? Non, absolument pas. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? C'est l'enseignement ou ça pêche? Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où ça pêche. Déjà, effectivement, je pense qu'à l'université, c'est peut-être trop universitaire. D'accord. Pas de cette pratique, selon toi? C'est pas assez pratique. D'accord. Tu vois des étudiants qui sont en train de passer le barreau, qui ont fait peut-être 2 semaines de stage en cabinet. Oui. Ils n'ont pas la réalité du terrain. Non, et ils se rendent pas compte. Tu sais, je pense que tu peux pas comprendre quelle est la gravité d'une perte de liberté quand t'as pas eu un client face à toi qui est en train de pleurer parce qu'il est dans une situation juridique extrêmement compliquée. Et tu prends ça chez les étudiants en droit, mais même tu vois chez Sciences Po, tu vois une société qui se clive, qui se polarise beaucoup, avec chacun qui déshumanise l'autre camp en fait. Tout à fait. Et je trouve que dans le droit, on a de plus en plus ça, une espèce de détachement par rapport aux libertés qui ne deviennent que quelque chose de conceptuel. Oui. Et puis après, je pense qu'il y a un manque de curiosité. Ça veut dire que on parle des réseaux sociaux, etc. Tu vois, quand tu peux défiler sur des génocides parce qu'en fait, l'image t'est insupportable, c'est pas la même chose que quand on va t'imposer cette conversation parce qu'en fait, t'as pas le choix de swipe, t'es avec des amis autour d'une table et il faut aborder le sujet, il faut te mettre dedans. Et tu vois, ça devient inconfortable. Tu peux pas éviter la prise de conscience. Et là, c'est là que tu vas pouvoir t'éveiller sur des sujets qui te plaisent ou te déplaisent. Et aujourd'hui, on choisit nos médias, on choisit nos influenceurs, on choisit nos sources d'information. Nos centres d'intérêt. Exactement. En fait, on a le choix de tout. Trop de choix, tue le choix. C'est que du coup, ça tue la contradiction et ça tue l'enrichissement parce que tu peux t'enrichir et appuyer tes positions pas de contradiction, celles des autres. On reste dans notre zone de confort. C'est un problème. Et forcément, malheureusement, c'est la difficulté. C'est ça. Peut-on vraiment attaquer l'État et gagner? Bien sûr. Comment? Tu peux. Le droit administratif. Et même, je vais aller plus loin. Mon tout premier dossier personnel, j'attaque le ministère des Armées. On est contre des cadres de l'armée de terre et on gagne. Ça veut dire que tu peux être jeune avocat, aucune expérience, issu d'un milieu qui n'a rien à voir avec le droit, défendre un mec qui est rentré dans tout ce qui est catégorie de discrimination et qui était victime d'une discrimination, la faire reconnaître en référé, donc dans le cas où il faut vraiment... Urgence, il y a une urgence manifeste. Tu démontres une évidence de la discrimination, tu vois. Donc oui, c'est complètement possible. Je pense qu'il faut par contre être formé, parce qu'on a des métiers où tu gagnes pas devant les juridictions administratives si ta situation est injuste. Tu gagnes si elle est irrégulière ou si elle est illégale. D'accord. Donc il y a un vrai travail d'argument, il faut être pointilleux sur l'argument, sur la théorie pour le coup. Si t'es pas bon en procédure, si t'es pas bon sur le droit pur, tu peux très bien défendre quelqu'un et faire en sorte que cette personne se sente quand même victime d'une injustice à la fin du procès parce que ça répond pas à ses attentes. Tu vois, donc il faut être très bon en droit pour essayer derrière de rendre justice, de faire rendre justice. D'accord. Faut-il plus de juges indépendants ou plus d'avocats combatifs? Je pense qu'il faut plus de juristes. D'accord. Objectifs. Attention, les avocats n'aiment pas trop juristes, avocats. Il y a un petit débat là. Il faut bousculer un peu des codes. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que il faut quand je dis objectifs, ça veut dire aussi qu'ils sont enrichis de la culture de l'autre. C'est-à-dire que le magistrat doit savoir qu'est-ce que c'est d'être de l'autre côté de la barre. Tu vois, parce que c'est comme ça que je le ressens. Peut-être que tu auras un jour un magistrat ici qui me contredira. Mais tu peux pas analyser une affaire, à mon sens, si t'as pas eu dans ton bureau, pendant 1 heure, la personne que tu es censé juger. Je pense que si toujours ce principe de réalité, finalement, d'avoir les pieds sur terre. C'est ça. Si nous, on est triste parfois à la fin de certains procès, c'est parce qu'on a conscience que humainement, la personne n'a pas obtenu satisfaction, même si juridiquement, elle a satisfaction. Et donc, je pense que chacun doit faire un travail pour aller vers un terrain d'objectivité pure en se déshabillant un petit peu de toutes ses convictions personnelles pour qu'on aille vers quelque chose qui soit
juste et détaché de toutes les convictions et les biais. Tu vois, moi, je trouve dommage que tu arrives devant une salle, tu as des avocats qui disent ouais, aujourd'hui c'est tel magistrat, donc ça sent mauvais pour nous délibérer. Oui. C'est pas normal, ça devrait pas dépendre d'un magistrat, ça devrait pas dépendre d'un avocat, ça devrait dépendre. Ça touche même à l'indépendance des juges, je trouve, dans leur prise de décision, parce que concrètement, si on se met à se dire lui il est bon, il prend que des bonnes décisions, il est que de cet angle de vue, et l'autre non. Ça revient à systématiser presque la prise de décision. Et je trouve que ça touche à l'indépendance du juge aussi. Bien sûr, il faudrait qu'on soit tous capables de se détacher de nos convictions personnelles. Tu peux avoir des opinions qui me déplaisent au maximum, mais réussir à juger de manière objective. Parce que sinon, heureusement, on peut compter sur le double degré de juridiction, mais il peut y avoir un cumul d'opinions qui se ressemblent. Et là, c'est dommage. Il ne faut pas qu'il y ait de biais. On est tous là pour travailler dans un intérêt commun, celui de la justice, et les opinions de chacun ne doivent pas rentrer dedans. Tu peux pas tanner les gens à ce point sur les principes de neutralité au quotidien, t'interdire à des femmes de devenir avocate parce qu'elles portent un signe religieux, mais toi tu le portes pas, mais tes convictions, elles, font que ton travail n'est pas neutre, donc tu peux pas avoir cette contradiction permanente. Oui, absolument, absolument. Pourquoi entend-on si peu les avocats qui font du droit public, donc les publicistes, sur les grandes affaires médiatiques? On ne les voit pas, ils sont où? Je pense que c'est tout simplement qu'on leur tend pas peut-être assez le micro. Ouais, peut-être. Et qu'il y a aussi une réserve qui est tout autre. Je crois que quand t'es pénaliste, ça fait partie un peu de la culture, j'ai l'impression. Oui, que de se montrer, parfois, de plaider. Oui, c'est ça. Donc on a effectivement ce verbe haut qui fait qu'on est dans les médias, on est sur les plateaux télé. C'est ta vitrine. Oui. Alors que chez les publicistes, déjà, il y en a beaucoup qui vont pas chercher à défendre des administrés, qui vont vouloir aller vers des administrations. Et donc, le fait d'avoir un cabinet qui est marqué avec un camp peut te fermer beaucoup de portes. Donc, je crois qu'il y a ce type de position-là. Et puis, je crois que le droit public intéresse moins l'opinion publique que le droit pénal parce que c'est moins de sensation. Oui, c'est ça. On n'est pas dans le sensationnalisme, on n'est pas dans ça, on n'est pas dans les gros titres accrocheurs. Donc, ça intéresse moins. La société va beaucoup plus s'intéresser à une affaire qui va opposer un crime très sanglant. Absolument. Ça va passionner la société, alors que l'impact direct sur sa vie, c'est plutôt la partie liberté fonda qui va se passer au Conseil d'État. Mais bon, ça n'intéresse personne. Non. On a l'impression, en tout cas, c'est dommage. Parce que peut-être que si aussi c'était rendu de manière plus accessible, tout à fait. Les gens ça éduquerait aussi justement les gens et ils seraient plus ouverts aussi justement à ce type de problématique. Il faut. La fonction publique est-elle devenue une forteresse ? Non, je pense au contraire que on arrive à faire beaucoup avancer les choses aujourd'hui. Je pense que la fonction publique, c'est le droit du travail avec beaucoup de retard. Oui. Il y a beaucoup de principes importants qui sont consacrés en droit du travail et qui viennent plus tard en fonction publique. Et tu sais, il y a un système où, en fait, c'est très bizarre la fonction publique, mais j'ai toujours l'impression qu'un établissement, une administration, c'est un genre de micro-village. Oui, c'est ça. Dans lequel tu as souvent un chef du village qui est un petit chef. Oui. Et à partir de ce moment-là, il va chercher un petit peu à abuser de beaucoup de personnes qui souffrent en dessous de lui, hiérarchiquement. Bien sûr. Mais la justice vient créer une brèche, mettre le regard dedans. Toujours. Et un petit chef se rend compte qu'il est un petit chef le jour où il regarde le chef du haut. Quoi. Le vrai chef. Le vrai chef, qui est le peuple au nom duquel la justice est rendue. Donc non, je pense pas que ce soit impénétrable. On a beaucoup de décisions qui sont favorables aujourd'hui, y compris face à des très grosses administrations, y compris sur des décisions dont on arrive à faire reconnaître le caractère strictement politique. C'est ça. Et rendu en toute inégalité. Pourquoi le CRFPA est aussi stressant ? C'est du marketing. Je pense qu'il y a des gens je pense qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que tu stresses parce que sinon ils peuvent pas te vendre le médicament. Ouais. D'accord. Tu parles des IEJ, tu parles de quoi ? Non, je pense. Alors, tu vois, moi, quand j'y étais, je trouvais et je trouve encore que les IEJ, malheureusement, n'ont pas les moyens de leur ambition. Ouais. Mais là, tu peux pas les blâmer à eux. Je pense que c'est là-dedans que tu vas trouver les profs les plus investis. Il y a quand même une notion de service public dans un IEJ. Non, je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs privés. Et pour le coup, c'est pour ça que je déteste qu'on me qualifie d'influenceur du droit. Parce que moi, je te vends rien. J'ai jamais vendu quelque chose, tu vois, sur Internet. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui cherchent à te transmettre un virus pour te vendre le médicament derrière, que ce soit des fiches, que ce soit des formations, que ce soit des prépas. On voit beaucoup de formations en ce moment sur les réseaux sociaux. Tout le monde devient formateur. Et c'est un vrai problème. Parce que souvent, tu as des gens qui vont te former à quelque chose dans lequel ils ont échoué quand même. Oui. Mais ils oublient de te le dire. Oui, c'est vrai. C'est plus vendeur. Et donc voilà, je pense que ce qu'il faut, c'est que même, moi, je suis pas contre le fait que les gens entreprennent autour du CRFPA. Je le fais moi-même. Mais en revanche, quand tu le fais, c'est pour indemniser un temps de travail que tu vas consacrer et que pour donner de la qualité aux gens qui te suivent. Tout à fait. Et c'est pas une machine à cash. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a trop de machines à cash.
Est-ce que l'école d'avocat prépare vraiment à la réalité du métier? Autant que possible, mais pas du tout assez. Tu sors de là, d'accord, hein. tu sais pas entreprendre, déjà. Enfin, tu sais, l'entrepreneuriat, Non, c'est un tabou. on n'en parle pas. C'est-à-dire que parles- même le mot, je crois que je ne l'ai jamais entendu, en tout cas, Exactement. moi, hein, dans mon Tu parles pas cursus. d'entrepreneuriat, tu parles pas d'argent. Je me rappelle quand j'étais à l'école, justement, je voulais savoir si je pouvais cumuler avocature et enseignement, Oui. mais à mon compte. Bien sûr. Et le directeur de mon école, je vais le voir et je l'interroge. Il me dit, tu sais, c'est simple, la déontologie, c'est un principe. L'argent est contradictoire avec la On déontologie. n'est pas des commerçants. c'est Donc, ce qu'ils si disent. tu fais une activité commerciale, pars du principe que c'est pas compatible, ce qui est évidemment faux Bien en sûr. droit et en déontologie, Bien sûr. mais c'est pour te donner un peu l'état d'esprit qu'il y avait Oui. pendant longtemps. Donc non, je pense que on nous apprend pas suffisamment à être des bons juristes. Je suis publiciste, tu l'as Oui. rappelé tout à l'heure. Oui. À l'école, on te demande de choisir des spécialités. Tout à fait. Et comme vous êtes 3, 4, 5, au final, on te forme même pas dedans. Non, Donc, mais bien sûr que non. T'apprends en stage, Oui. et après, t'apprends une fois que tu vas monter ta propre boîte. Et c'est On apprend sur le tas et c'est malheureux parce que il y en a beaucoup qui justement se prennent les pieds dans le tapis parce que parce qu'ils ne savent pas en C'est fait. ça. Et on apprend de ses erreurs. Alors c'est bien d'apprendre de ses erreurs, mais c'est Exactement. mieux d'être préparé. C'est beaucoup mieux. Après, c'est vrai que tu peux apprendre à voler qu'en sautant de la falaise. Donc, Oui. écoute, c'est comme ça. C'est vrai. Comment savoir si on est fait pour être avocat quand on est étudiant? C'est-à-dire que quand un étudiant vient chez toi, il panique parce qu'il va préparer un examen qu'il n'a jamais préparé, donc quelque chose de stressant, tu le disais. Comment il sait qu'il est avocat? Comment on sait que ça naît en nous, que c'est en nous, cette petite graine, justement? Je pense que tu le sens parce que tu es un peu excité quand tu es en train de travailler sur certains de tes cas pratiques, ce qui commence à venir Te t'indiquer stimuler? quel est le domaine aussi de compétences que tu préfères. Et puis après, tu as les stages. Oui. Je pense que, tu vois, l'attitude d'un étudiant en stage en dit long sur la réalité de sa conviction. Et moi, D'accord. aujourd'hui, vu que je suis de l'autre côté, j'accueille des stagiaires et des fois, tu vois, je me dis, je vois pas la flamme chez la personne face Ah à oui, moi. d'accord. Et d'autres fois, je vois que c'est impossible que cette personne ne devienne pas avocate. Je vois, j'ai plein de noms en tête de stagiaires avec qui même j'essaie de travailler après la fin de leur stage. Bien sûr. Parce que je sais que c'est des prodiges. Oui. Pourquoi les jeunes avocats ne se spécialisent pas? Pourquoi on a encore, et je trouve que de plus en plus, moi qui suis jeune avocate, je le vois, on a tendance à être spécialiste, c'est même pas le mot. On est dans une matière tout au long de notre cursus. On va encore faire le choix de cette matière et puis finalement on se généralise parce que même quand on exerce, on ne trouve toujours pas finalement cet amour pour une matière en particulier. Comment tu l'expliques? Je pense que c'est parce qu'on parlait d'entrepreneuriat. Dans les questions d'entrepreneuriat et la question du positionnement. Oui. Et en fait, quand tu commences, tu as besoin de vivre. C'est normal. Mais en même temps, comme tu n'as pas encore de domaine de spécialité, de prédilection. domaine de niche, eh bien, personne t'appelle dans cette niche ou pas suffisamment de personnes. C'est Donc, ça. tu vas vouloir ratisser large pour pouvoir vivre. Oui. Et le problème, c'est que c'est un choix stratégique que moi, personnellement, j'avais pas fait D'accord. parce que je profitais de la collaboration pour me dire, je sais que mon loyer est payé, Oui. je vais pouvoir manger à la fin du mois. Ok. Peu importe que ça vienne tout doucement, Oui. c'est ce client que je vais satisfaire qui va en parler un deuxième, un troisième, de niche et de niche, tu vois. Donc la Et- qualité avant la quantité. C'est que ça même. Parce qu'en fait, c'est la qualité qui va te ramener la quantité et la quantité qui va détruire la quantité parce qu'en Ouais. fait, si tu commences à vouloir devenir généraliste, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je touche à tout, je suis bon à tout. Non, tu peux pas être bon à tout. Un bon en tout, c'est un bon à rien qui s'ignore, tu vois. Mais en réalité, même chez les généralistes, ils ont en fait des domaines de niche Bien sûr. dans chacune des spécialités. Bien Il y a des gens, ils vont dire, je fais civil, travail, pénal, et en fait, tu vas te rendre compte qu'il va faire que du divorce par consentement mutuel, que de la comparution immédiate, etc. Donc, je pense que c'est une volonté d'abord de ratisser, manger, oui. exactement. Oui. Et ensuite, c'est peut-être aussi un manque de formation sur la capacité à définir un secteur de cible et aussi quand je dis une incapacité, c'est pas au sens malsain du terme. Oui, bien sûr. C'est simplement que tu n'es pas en mesure Oui. de pouvoir sacrifier du temps et de l'argent pour dire non à des dossiers et nourrir un domaine de spécialité parce que ça coûte en Oui, temps et c'est en vrai, argent. C'est vrai. Si tu avais une semaine seulement pour préparer le grand oral, Ouais. qu'est-ce que tu mettrais en priorité? Ah, je prie déjà. Je prie beaucoup. D'accord. Parce qu'une semaine, c'est court. Oui. Et après, je pense que ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre quels sont les principes globaux qui guident la protection des libertés. Et en Ok. fait, tu prends la Convention européenne des droits de l'homme, tu vas te rendre compte que elle est à peu près tout le temps rédigée en 2 alinéas. Le principe, c'est je protège la liberté, sauf dans des cas qui sont les impératifs démocratiques, l'ordre Oui. public. Oui. Et quand tu comprends ça, eh bien, tu vas ouvrir chacun des chapitres et essayer de te projeter pour te dire quelles peuvent D'accord. être les limites à telle liberté. D'accord. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre les concepts
globaux Oui. et être capable ensuite, par la réflexion, de retrouver les raisonnements de chaque protection de liberté. D'accord. Peut-on échouer au CRFPA parce qu'on a 3 chances Oui. et l'avoir la 3e fois et devenir un excellent avocat? Oui. Je pense même que parmi les avocats qu'on prend souvent en Les ténors. référence, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup échoué. Oui. Tu vois, l'exemple caricatural, c'est de citer Éric Dupond-Moretti qui est arrivé dernier que tout le monde connaît. au CAPA, donc l'examen de sortie de l'école, mais que tout le monde reconnaît dans ses compétences. Tout à fait. Moi, personnellement, je l'ai raté 2 fois, je l'ai eu à la 3e fois. D'accord. Et aujourd'hui, je pense que si tu m'invites, c'est que tu estimes que je suis pas mauvais. Absolument pas. Donc, en fait, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que tu peux ne pas aimer étudier. Moi, j'ai pas aimé étudier. J'ai toujours aimé le droit. J'ai jamais aimé la manière avec laquelle on me l'a enseigné. D'accord. Et donc, une fois que tu deviens avocat, tu te sens un petit peu comme un lion en cage qui est enfin délivré. C'est ça. Et tu vas pouvoir aller chercher l'info comme toi t'aimes. Et tu vas pouvoir en plus la mettre en pratique. Et tu sais, le fait de mettre ce que tu n'as jamais dans tes études, mais de l'humain dans ton apprentissage, parce que tu veux défendre quelqu'un à qui tu t'es attaché, eh bien, ça vient décupler tes forces. D'accord. Comment expliques-tu, parce que quand tu dis, voilà, on a 1 semaine pour apprendre le grand oral, ça a l'air simple. Comment expliques-tu qu'il y a autant d'étudiants qui ratent finalement le grand oral? Alors, 1 semaine, c'est toi qui l'as dit. Oui, c'est vrai. Moi, je préconise. Oui, mais ça a l'air simple. On se dit, voilà, si je respecte ces principes-là, je devrais y arriver. Mais en même temps, à la sortie, on voit qu'il y en a énormément qui échouent. Pourtant, ce sont d'excellents juristes. Ils ont vraiment une vraie théorie. Enfin, ils excellent, en fait, clairement. Bien sûr. Et à la fin, ils sont pas là. Pourquoi on ne les trouve pas, justement? Est-ce que le CRFPA attend quelque chose en particulier? Est-ce qu'il y a un critère caché qu'on ne nous dit pas? Ou est-ce que c'est quelque chose de peut-être plus systématique? Non, en fait, je pense que pour la première fois de ta vie, quand tu passes le grand oral, tu te retrouves face à un jury qui n'est pas celui qui t'a fait le cours. Donc lui, il veut pas que tu récites ce que lui a écrit. C'est ça. Lui, eux, ils savent même pas sur quel manuel tu t'es fondé. Absolument. En revanche, on a tous un socle commun, c'est le droit. Et dans ce jury, tu as un universitaire qui, pour la première fois de tes études, est en minorité, puisqu'en plus de ça, tu as un avocat et un juge, et un magistrat. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les 3 te voient comme un avocat, alors même que tu n'es pas encore avocat. C'est ça. Donc, il faut pas que... Et moi, je vois que c'est l'erreur que je constate dans 90% des cas où ça passe pas. C'est qu'en fait, tu as quelqu'un qui apprend son cours, mais qui ne le comprend pas. Et qui le récite. Et oui. Et donc, le problème, c'est que tu tombes jamais sur un sujet de dissertation pure, type la liberté d'expression. C'est extrêmement rare. Tu vas devoir mobiliser des connaissances transversales qui impliquent un raisonnement et la construction d'un plan qui va mêler beaucoup de compétences que si tu ne comprends pas ces compétences, tu n'y arriveras pas à les restituer comme il le faut. Donc, en réalité, je pense que ce qui manque, c'est du recul. Et je pense que justement, vouloir le bosser dans un temps extrêmement réduit fait que tu vas favoriser l'apprentissage, mais pas la compréhension. Et donc, tu vas favoriser en plus le trou de mémoire potentiellement. Donc, moi, avec mes étudiants, on commence en janvier sur à dose homéopathique. Mais dès janvier, ils ont une lecture obligatoire tous les mois. Ils ont des exercices de prise de parole toutes les semaines. D'accord. Et en dernier lieu, on apprend le cours. Parce que avant ça, je leur impose de suivre l'actualité. Ils ont un cahier d'actualité et je veux qu'ils l'analysent. Et je veux qu'en lisant les actus, ils fassent des recherches. Tu vois, on parlait tout à l'heure d'exécution provisoire. Moi, je suis publiciste, je sais pas ce que c'est quand je le lis. Eh bien, je prends mon cahier d'actu, je note l'actu sur Marine Le Pen, je prends mon cahier de culture, je note ce que c'est l'inéligibilité, je note ce que c'est l'exécution provisoire. C'est comme ça que je m'enrichis. C'est comme ça que je crée des connexions logiques le jour de mon grand oral. C'est comme ça que je séduis ce que j'ai face à moi. D'accord. C'est quoi le plus grand mensonge, finalement, qu'on rencontre aux étudiants sur le CRFPA? Que c'est facile. D'accord. Ou que c'est trop dur. Ah oui, donc c'est soit on leur dit que c'est trop facile, soit... Mais c'est vrai que moi, on m'a toujours dit que c'était trop dur, presque inaccessible. On m'a vendu un peu ça comme ça. Et quand j'y suis arrivée, effectivement, c'est très dur. Il faut bosser. Mais en même temps, quand on a les bonnes méthodes, on finit par réussir. Donc, et pourtant, moi, par exemple, qui n'avais pas du tout confiance, je me suis dit... tu es trop mauvaise, tu vas jamais l'avoir du premier coup. Je l'ai eu du premier coup. J'étais la plus surprise de la salle. Mais j'ai beaucoup bossé. Donc en fait, finalement, je pense que c'est trop facile ou c'est trop difficile. Il faut juste bosser, en fait. Mais en fait, c'est qu'il faut bosser comme un avocat. Ça veut dire que... On est dans le rôle. Tu me dis c'est quoi le secret, etc. Le mensonge, c'est qu'on te dit c'est facile, c'est compliqué, prends cette SP, prends cette procédure, cette IEJ. Non, concentre-toi sur toi parce que, tu vois, si on élargit la question, tout le monde te dira
avocat, on n'a pas de vie privée, on n'a pas de vie pro, on n'arrive pas à se développer, c'est précaire, etc. Oui. Mais en fait, c'est une question de méthode de travail, c'est de l'entrepreneuriat. Tu vois, tu peux pas dire les avocats, ça veut rien dire. Ça. Si tu mets les épiciers dans la même barquette, ça marche pas. T'as le gars qui a son épicerie en bas de chez toi et t'as Charles-Édouard Leclerc. Oui, les deux sont des épiciers, tu vois. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est comprendre que ton but dans la vie, le vrai but dans la vie, c'est je veux avoir mon chez moi, une famille, partir en vacances, être heureux. Si tu veux ça, ça veut dire que tu veux rentrer pas trop tard chez toi, partir pas trop tôt et faire un travail qui te plaît. Et c'est quoi le lien avec le CRFPA? C'est qu'en fait, souvent, quand tu es étudiant, t'oublies de te cadrer. Et c'est ce qui fait que tes journées sont beaucoup trop longues dans tes révisions. Tu vas commencer tes journées extrêmement tôt parce que tu as peur de rater une seconde de révision. T'es pas très efficace pendant la journée, t'as ton téléphone qui est pas trop loin, du coup vers 17-18 heures tu culpabilises, tu prolonges ta journée jusqu'à 20h, 21h, 22h, tu coupes pas, et du coup le lendemain quand tu reprends, t'as pas l'impression que c'est un nouveau jour, t'as l'impression que c'est la continuité de la veille. Et donc ça dans ta vraie vie tu peux pas, parce que toi quand tu vas au cabinet, si tu te rends compte à 18h que t'as pas facturé, la vraie vie te rattrape, parce que tu vas recevoir l'URSSAF, tes factures, et tu peux pas rentrer chez toi, tu vas te faire quitter, tes enfants ils vont dire que tu n'existes pas. Et tu pars pas en vacances parce que tu culpabilises. Exactement. Donc le secret, c'est d'aborder tes révisions du CRFPA comme tu vas aborder la gestion de ton activité professionnelle demain, à savoir, je me mets en posture pro, je me fais une journée de bureau, je suis efficace, et chaque seconde où je suis pas efficace, c'est l'opportunité de me reposer que je sacrifie. C'est du temps en moins que je passe avec ma mère, avec mon père, avec ma femme, et tu peux pas accepter cette idée-là parce que demain, en plus de pas être viable financièrement, de pas être rentable, ce sera pas viable humainement. Faut-il être un robot pour réussir ses études de droit? Parce qu'on dit qu'il faut tout apprendre, tout connaître par cœur, tout réciter. Est-ce qu'on... C'est finalement ça? Je pense pas. Je les ai réussis. En tout cas, je suis arrivé au bout. Et tu n'es pas un robot, je confirme. Ah non, franchement, non. Et même moi, j'allais très rarement, en fait, en amphi. En fait, je pense que il faut vraiment la priorité pendant tes études. C'est une phase où tu te construis en tant que jeune adulte. C'est voir comment tu fonctionnes, comment tu aimes vivre ta vie de juriste. Et donc, moi, personnellement, rentrer dans un amphithéâtre, noter un cours comme ça sur un Word, repartir, le mettre au propre, je déteste, ça me sert à rien. Donc après j'étais le gars qui demandait des cours aux autres. D'accord. Mais en même temps j'avais besoin d'aller travailler à côté. Mais non, je pense pas. Il faut juste trouver ta manière de travailler, chercher à prendre du plaisir comme ça, et chercher aussi à te faire des expériences, notamment par le biais de stages, etc. Donc si tu peux faire un stage parce que tu supportes pas la pratique, c'est très important quand on arrive sur le terrain en tant qu'avocat. On se rend compte quand on a eu le bonheur de faire des stages combien ça nous sert. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut être, et je le trouve, moins bon en théorie à la fac, avoir plus de stages et arriver à être un meilleur avocat parce que finalement, on a la connaissance théorique qu'on va apprendre pendant notre cursus universitaire et aussi pendant l'école d'avocat. Et puis, la pratique aussi qui s'ajoute. Donc, c'est hyper, pour moi, effectivement, important de faire des stages et d'apprendre le droit autrement que dans une fac. C'est capital. Pour moi, si tu peux pas faire des études sans faire de stage, je sais que c'est compliqué. C'est vrai. Pour des millions de raisons qu'on peut évoquer. Mais en revanche, c'est par là que passe l'apprentissage. Et puis, profitez de vos chargés de TD. Il y en a beaucoup qui sont des jeunes adultes, des jeunes professionnels, et qui ont faim, vraiment, et qui sont ultra contents de rencontrer des étudiants parce qu'ils sont encore en plus au début de leur parcours. Tout à fait. Là où c'est peut-être moins le même engouement quand tu vas avoir ton prof d'amphi à la fin. C'est ça. Donc, il faut profiter de ça pour aller chercher du partage d'expérience. Pourquoi les étudiants s'auto-sabotent? Parce que je pense qu'ils essaient de se ressembler. Ça veut dire que l'étudiant qui n'y arrive pas trop va chercher à copier celui pour qui ça marche bien. En oubliant que celui pour qui ça marche bien n'a rien fait de fou si ce n'est trouver sa méthode. Tu vois? Moi, j'ai jamais réussi avec les méthodes des autres. Et c'est justement le jour où je me suis dit, ça me fatigue de vouloir faire comme les autres, d'aller sur des sites qui te vendent des méthodes, des vidéos ici et ça. Alors qu'en fait, ma méthode, je la connais puisque... Mais c'est juste que comme souvent, l'étudiant, il veut des résultats tout de suite. C'est ça. J'ai changé ma méthode lundi. C'est l'impatience. Mercredi, j'ai une note de synthèse. Jeudi, j'ai une mauvaise note. Je change de méthode. Non, entretien là, peaufine là. D'accord. Donc, se trouver soi-même, finalement, c'est là qu'on devient un bon étudiant. C'est la quête universitaire. C'est se trouver soi-même. Comment gérer le stress quand on joue son avenir sur un concours? Tout simplement. Quels sont les tips que tu peux nous donner? Moi, je sais que j'ai fini par me délester de tout ce stress en me disant, de toute façon, je peux rien faire de plus que faire de mon mieux. Donc, tu fais de ton mieux.
tu crois en ce que tu veux, en Dieu, au hasard, au karma. Ok. Et à partir du moment où tu as tout fait pour te faciliter, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Mais en tout cas, si ça passe pas, t'as rien à regretter. Puisque tu as fait de ton mieux, c'est peut-être aussi que c'était pas forcément fait pour toi. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que parce que souvent on l'interprète aussi comme j'ai pas réussi à devenir avocat, donc je vais être malheureux professionnellement parlant. Parce que c'était le premier rêve, le plan A. C'est ça, pour ça, exactement. Mais tu vois, je te l'ai dit, je reste en contact avec beaucoup de mes étudiants. Il y en a parmi eux qui n'ont pas eu le CRFPA après 3 fois. Est-ce qu'ils sont malheureux aujourd'hui? Je te dis la vérité, non. D'accord. Ils sont super contents. Ils ont même parfois presque un regret d'avoir autant tenté parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont réussi à trouver des postes dans lesquels ils sont super heureux aujourd'hui, que finalement le salariat, ça les fait pas fuir tant que ça, et qu'ils ont un confort dans lequel ils sont parfaitement heureux. Peut-on réussir en droit si on n'a pas une très bonne mémoire? Ah ben moi je sais pas. Moi j'ai pas de mémoire. Ah oui? Ah mais non. Alors c'est bizarre. Mais comment tu fais justement pour être aussi compétent, pertinent, si tu ne retiens pas justement, parce que nous on nous vend que, et d'ailleurs je pense que c'est dans l'inconscient collectif, un avocat connaît tout par cœur. Donc non mais c'est ce qu'on dit, c'est ce que les gens disent. Il connaît tout par cœur, il connaît le code civil tout par cœur. Voilà, donc on lui demande n'importe quoi, il va répondre parce qu'il connaît tout. Et en fait, tu nous dis finalement, pas tant que ça. Ah moi, j'ai aucune mémoire. Tous ceux qui me connaissent savent que tu peux me raconter 8 fois la même histoire. La 9e, je serais toujours choqué de ce que tu me racontes. Mais c'est vrai qu'après, j'ai une forme de schizophrénie. Ça veut dire que dans le travail, pour le coup, je suis tellement concentré que tout ce que dit mon client, je le retiens au mot près. Ok. Tu vois, parce que je sais qu'il y a un enjeu qui est trop important. D'accord. Là où dans ma vie privée, c'est toujours la même chose. Les cordonniers sont les gens les moins bien chaussés. C'est ça. Et moi, c'est la même chose. Je travaille très bien pour les autres, beaucoup moins pour moi. Mais après, c'est surtout que, contrairement à ce qu'on dit, je pense pas que ce soit du par cœur. Parce qu'il faut que tu saches chercher. Faut pas que tu apprennes, parce que tu as 90% de chances que ce que tu apprends soit modifié dans les années à venir. Exactement. Donc, en revanche, ce qu'il faut, c'est avoir de très bonnes bases de données. Et ça, je le conseille à tous les jeunes avocats. C'est pas une dépense que d'investir dans une base de données. C'est vraiment un investissement qui va améliorer la qualité de votre travail. Et sachez chercher, c'est beaucoup plus important que de retenir quelque chose par cœur. D'accord. Les fiches de révision, bonne ou mauvaise idée? Mauvaise idée pour les gens qui sont comme moi. C'est-à-dire que moi, quand je fais une fiche, je suis quand même assez passif. C'est en fait, pour moi, c'est un peu une escroquerie. Alors déjà, 2 choses sur les fiches de révision, parce que là, il y a un nouveau phénomène. Mais pour les gens qui sont comme moi, le fait de faire une fiche, c'est se convaincre qu'on est en train de bosser. Mais à la fin de la journée, si tu dois réciter ta fiche, tu sais toujours pas le faire. Parce qu'en fait, t'étais passif. Et donc après, tu rentres dans un cercle de fiches, Et on perd beaucoup de temps aussi à les faire. Mais ce qui peut être utile pour ceux qui aiment en faire, c'est quand même le rôle actif que tu as à faire des fiches. Et j'en arrive à mon 2e point, les escrocs qui te vendent des fiches. Tu vois, parce que tu me vends une fiche, mais en réalité, quand je dis escroc, je suis un peu fort. Il y a des escrocs. Il y en a qui font aussi ça très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu achètes la fiche de quelqu'un, tu passes à côté de tout le processus de création de la fiche qui est le seul tu élément dégrossis, utile. parce qu'une fiche, c'est ça, c'est dégrossir, justement. Mais bien sûr. Donc, il y a un travail de mémorisation, de focus sur un point, de travail sur un point que tu n'as pas quand tu l'achètes. Faire une fiche, c'est résumer un paragraphe en 3 mots. Et le fait de lire ces 3 mots va te rappeler le paragraphe. Mais si le paragraphe, tu ne l'as jamais vu auparavant, t'apprends n'importe quoi, en fait. Et n'importe comment. Et souvent de la plume de n'importe qui. Pourquoi le droit public est-il souvent vu comme ennuyeux? Je pense qu'on nous l'enseigne mal. Si tu te projettes dans tes études... Pour toi, mon Dieu, j'ai détesté. Mais détesté, vraiment. Rien que le nom, rien que le mot, je me disais, mon Dieu, je vais encore perdre 3 heures de temps. C'est ce que je me disais. Croire que le droit public, c'est définir si ça, c'est un SPIC ou un SPA. Ou alors, Société Granit, tu vois. Tu dis, mais de très mauvais souvenirs. Alors que dans la vraie vie, c'est pas ça. Moi, je reçois des gens, même, tu vois, quand j'ai des stagiaires, ils sont surpris de voir à quel point c'est presque du pénal dans certaines composantes. Quand j'ai du disciplinaire, j'ai quelqu'un qui, par exemple, a commis une infraction extrêmement grave. On peut aller sur les trucs qui sont les plus friands pour ceux qui nous écoutent, tu vois, mais une agression extrêmement violente. Eh bien, il y a une sanction qui va se faire au pénal. Mais si cette personne était en plus fonctionnaire, derrière, il va se faire poursuivre sur le plan aussi disciplinaire. Absolument. Et donc, forcément, ça, c'est des là que le notions droit de public pénal. Intervient. Bien sûr, que tu vas pouvoir discuter devant une autorité administrative et devant une juridiction administrative. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement... on est beaucoup moins à distance du justiciable qu'on ne peut le croire quand on est à l'université. À la fac, tu ne comprends parfois même pas
que tu peux avoir un rapport avec un Absolument. justiciable. Tu as l'impression que le Il n'y a droit pas cette public, transversalité, en fait, qui est faite. tu vois, tu as l'impression que tu vas bosser dans un grand service C'est ça. avec un faux plafond, une C'est moquette ça, bleue et un absolument. bureau en bois moche. Absolument. Eh ben non, Absolument. c'est pas forcément ça. Ça peut être beaucoup plus cool, avec une rencontre véritablement humaine, une justice extrêmement humaine également, et avec vraiment beaucoup de proximité et de rapports précieux avec tes clients. Pourquoi y a-t-il aussi peu de ténors du barreau qui sont publicistes? Je pense qu'il y en a plus, mais qui sont pas connus. D'accord. Je pense qu'on cherche pas les caméras. Et je dis, je suis pas du tout dedans. Moi, j'ai 4 ans de bar. Je suis tranquille dans mon coin. Mais si tu vas en audience, alors déjà, en droit public, on a moins l'occasion de valoriser la parole, puisque les procédures, on va dire classiques, sont des procédures qui sont écrites. Donc, en fait, les ténors sont plutôt des écrivains plus que des plaideurs. Et on se perd beaucoup moins dans les considérations liées à la personnalité, à raconter une histoire. Comme en droit pénal, par Voilà, exemple. nous, c'est vraiment c'est juridico-juridique. D'accord. Donc, revanche, le droit pur. Voilà. En revanche, tu as des procédures de référé où les procédures sont orales. Oui. Et là, il faut vraiment y participer et tu verras qu'il y a des ténors. C'est simplement que les caméras sont moins braquées dessus parce que c'est moins de notoriété Ça publique. fait moins vendre. Exactement. Mais par contre, franchement, pour assister souvent à des audiences, puisque j'attends mon tour, tu te rends compte qu'il y a des plaideurs qui sont exceptionnels et qui sont sur des enjeux qui sont d'intérêt général. D'accord. C'est juste que c'est pas filmé, donc c'est pas de notoriété publique, mais c'est pas parce que c'est pas de notoriété publique que c'est pas d'intérêt général. Tout à fait. Quels sont les plus grands combats juridiques à venir en droit public? La protection des libertés fondamentales et l'état de droit, je pense. Tu vois, c'est quand même, je trouve, alarmant de se rendre compte qu'aujourd'hui, les magistrats qui, pendant longtemps, s'astreignaient à un devoir de réserve dans l'interprétation la plus stricte, se sentent obligés de communiquer de plus en plus, tant ils sont critiqués dans chacune de leurs décisions. On l'a vu d'ailleurs avec Marine Le Pen. Bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui est très d'actualité, finalement. C'est trop d'actualité. Il faut l'entendre comme un appel au secours. En fait, du dernier rempart, le juge. Donc, je pense qu'il faut que le citoyen vienne en aide au magistrat. D'accord. Et comment il fait? Comment faire de façon concrète? Je pense que vraiment, il faut se cultiver. C'est-à-dire que quand tu as un homme politique qui te vend sa version, sa lecture d'un jugement, il y a 9 chances sur 10 que si c'était lui le mis en cause, c'est pas la bonne lecture à avoir. Quand tu as un juge qui t'écrit 154 pages, il est motivé. Tu pratiques la justice, je la pratique. 154 pages, j'ai jamais vu. C'est énorme, mais franchement, il y a une volonté de j'ai jamais vu autant d'arguments. Voilà, les décisions sont rendues au nom du peuple. Tout à fait. L'audience était publique. Tout à fait. Le jugement est public. J'invite les gens à aller lire les passages qui les intéressent. Bien sûr. Je trouve même dommage que on ait autant communiqué sur les audiences filmées, mais que finalement on en voit beaucoup trop peu, parce que ça permettrait de faciliter les choses. Mais pour moi, c'est vraiment le combat pour l'état de droit et le combat aussi pour le pluralisme en fait et contre la polarisation de la presse qu'on voit aujourd'hui. Moi, je suis très surpris de voir à quel point on a une espèce de domination d'une certaine pensée dans la presse. Qui a choisi son camp, hein, on le sent, clairement. Et t'as l'impression d'avoir 10 chaînes de télé, mais en fait, c'est la même. C'est une redite à chaque fois. Et sauf que t'as des gens qui vont dire, mais si, ils l'ont dit sur 3 chaînes de télé. Non, c'est la même, tu vois. C'est vrai. C'est peut-être même dans les mêmes locaux, t'as un studio là et là. Absolument. Donc, tu vois, ça, c'est un vrai problème. Donc, je pense qu'il va falloir réussir à mobiliser le citoyen et que aussi chaque avocat, chaque personne qui a la chance de pouvoir parler ne tombe pas dans la peur de se faire cancel comme tu peux avoir aujourd'hui, et en rappelant que tous ceux qu'on respecte, toutes les grandes femmes, tous les grands hommes n'ont jamais été soutenus par la masse lorsqu'ils ont défendu ce pourquoi on les reconnaît aujourd'hui. Absolument. On leur a même tourné le dos. Évidemment, tu prends Badinter, Simone Veil, Halimi, c'était pas du tout une opinion majoritaire, ce qu'ils plaidaient à l'époque, et aujourd'hui, on voit bien qu'on ne reviendrait jamais sur les acquis qu'on leur doit. Le droit public est-il un choix par passion ou par défaut? Passion, des libertés fondables depuis le début. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé dans la technicité juridique, déjà à titre purement personnel, mais aussi j'ai besoin d'essence, comme tout le monde. Et pour ça, j'ai besoin de sentir que je participe à une cause qui est noble. Et pour moi, c'est vraiment la protection des libertés. Il y a encore beaucoup de causes aujourd'hui qui me tiennent à cœur et j'espère y arriver. Pour moi, la clé, c'est le droit public.
Pourquoi certains avocats publicistes finissent par passer de l'autre côté? C'est-à-dire, ils défendent parfois l'administration, puis d'un coup, ils changent et les administrés. Qu'est-ce qui explique cette espèce de changement brutal? Déjà, on est avocat, Oui. donc on n'est pas censé militer. C'est ça. Donc tu peux défendre les deux sans pour autant renier des convictions, puisque tu ne plaides pas par conviction. On ne choisit pas son camp, donc. Exactement. Et puis derrière, tu peux aussi le voir en te disant que la meilleure manière de défendre des administrés, c'est de savoir comment Fonctionne se défend une administration. Exactement. Et puis tu as aussi, tu sais, c'est pas deux camps qui s'opposent. Tu as aussi des administrations qui vont comprendre tes enjeux et qui vont vouloir te saisir pour que tu les aides à aller dans le bon sens, puisque l'idée n'est pas d'entretenir une opposition permanente, c'est de défendre une idée de conciliation. Et donc, il faut que tu portes l'idée de l'administré vers l'administration. Et donc, conseiller une administration, c'est peut-être même désamorcer beaucoup de contentieux à l'avenir. Peut-on faire fortune en faisant du droit public? Tu peux faire fortune en faisant tout ce que tu veux dans ta vie. Je pense que un avocat qui sera bien payé et qui gagnera bien sa vie, ce n'est que un marqueur du travail effectué avant, tant sur le plan juridique, mais pour réussir en tant qu'avocat financièrement, il ne faut pas juste être bon juriste. D'accord. Il faut également être bon commerçant, il faut être bon gestionnaire d'entreprise, bon entrepreneur. Et donc, évidemment que c'est possible. Je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'avocats en droit public qui gagnent très bien leur vie. Alors, fortune, c'est une définition qui est subjective. Oui, absolument. Mais on en a tout tous cas, notre perception. Exactement. En tout cas, je pense qu'ils manquent de rien et vivent très, très bien. Ah ben, rentable très, très vite. Hein. D'accord. Moi, j'ai jamais pas été rentable dès mon premier jour de travail. Et après, je pense que tu peux gagner très confortablement ta vie. C'est juste après une question de philosophie. Ça veut dire, est-ce que tu es prêt à payer le prix de la fortune, ou est-ce que pour toi, la conciliation, c'est une situation confortable financièrement, mais aussi sur le plan perso, et c'est jamais tout à fait compatible que de tout donner pour ton travail. Mais bien sûr, je connais personne en droit public aujourd'hui, après peut-être que je connais pas les bons, mais je connais personne qui n'est pas dans un certain confort. Est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle a changé, a eu un impact considérable en droit public? C'est en train. Pour les avocats de manière générale, je pense que c'est en train, parce qu'on est en train, au début on avait peur, on savait pas tout à fait qu'est-ce qu'on avait le droit d'utiliser ou pas. Absolument. Comment est-ce qu'on peut se l'approprier. Et je pense que de plus en plus aujourd'hui, on va réussir à s'approprier l'intelligence artificielle pour gagner du temps. Et il faut vraiment que le justiciable comprenne que quand un avocat cherche à gagner du temps, c'est pas forcément pour prendre plus de dossiers, c'est pour pouvoir nourrir encore plus l'argumentation sur les éléments techniques et qu'on ne pourrait pas forcément passer ce temps-là si on devait le perdre dans les tâches qui sont rébarbatives et faisables par une IA. Selon toi, pourquoi les avocats quittent la profession? Autant, parce qu'on voit qu'avec les années, il y a de plus en plus de confrères et consoeurs qui partent. Oui. Selon toi, pourquoi? Alors, je sais qu'il y a ce chiffre qui dit, je crois qu'un avocat sur 5 quitte la profession dans les 5 premières années. Moins de 5 ans maintenant, mais c'était moins de 10 ans. Ce qui veut quand même dire qu'il y en a 4 sur 5 qui restent. Oui, c'est vrai. Bon. On voit le négatif et pas souvent le positif. Exactement. Et dans le 1 sur 5, tu vois, je sais pas, peut-être toi, quand tu étais à l'école, il y avait des gens qui étaient là, mais c'était pas leur vrai projet. Oui. Tu vois, je pense notamment à nos amis qui font des thèses, qui veulent passer la qualification pour enseigner. Souvent, quand ils peuvent enseigner, ils quittent la profession pour ça. Vrai. Il y a évidemment des gens qui la quittent parce qu'ils sont déçus. Et là, soit ils sont déçus parce qu'effectivement, ça répond pas à une réalité qu'il s'était faite. Et là, donc, la faute à la communication autour de la profession et peut-être aussi à l'intérêt qu'on a pu marquer pour la profession pendant ses études. Et puis après, je pense aussi que c'est pas la même chose de se dire je suis capable de supporter ce stress et ce volume horaire et de le vivre, parce qu'on va pas se mentir, c'est un métier qui est passionnant, mais c'est un métier qui est très prenant. C'est un métier qu'on ne laisse jamais sur le côté. Quand tu pars en vacances, quand tu rentres chez toi, tu finis par penser à ton travail. Est-ce que j'ai bien respecté ce délai? Est-ce que j'ai bien tout fait dans cette procédure? Et donc, c'est soit tu le vis avec passion, soit tu peux en souffrir. Absolument. Et après, c'est tellement présent, surtout dans nos professions, où on n'arrive pas à faire... on n'a pas le bouton off à la fin de la journée, comme certaines autres professions. Donc, ça peut devenir quelque chose d'insupportable au quotidien. Mais c'est pour ça que c'est toujours mieux quand c'est une passion, parce que être avocat, c'est un sport de haut niveau. Ah, mais vraiment. Et donc, si tu veux devenir champion, parce que c'est aussi un truc de sportif, de il faut être endurant. Il faut être endurant. Tu penses tout le temps, en fait. C'est-à-dire, même quand tu rentres chez toi, tu dis qu'est-ce que j'aurais pu faire en mieux aujourd'hui, comment je peux améliorer encore mon travail. La remise en question est constante. De toute façon, tu deviens mauvais le jour où tu crois que tu es bon et que tu arrêtes de chercher à progresser. Tout à fait. Je ne peux pas t'avoir devant moi sans te demander ce que tu penses de l'affaire Hanouna.
Concrètement, on en a entendu tellement parler. Alors, il y en a qui disent c'est juste, il y en a qui disent c'est injuste, il y en a qui disent c'est une décision politique. Pour un publiciste, qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, je crois pas que ce soit politique. Je pense que pour avoir commenté à peu près toutes les sanctions infligées à la chaîne ou à l'émission, c'était même plus des mises en garde. C'était soit il y avait une décision une injonction qui était prise, faite. Oui, bien sûr. absolument. Soit tu prends une décision, soit tu passes ton temps à menacer, et comme tu n'aboies pas, eh bien finalement la personne ne réagit pas. Mais je pense que cette affaire, elle doit nous interroger beaucoup plus que ça. La vraie question dans l'affaire Hanouna, comme tu l'appelles, c'est comment t'expliques que du jour au lendemain, il est autant changé de position. Aucun homme ne peut changer à ce point d'une seconde à l'autre. Bien Donc, sûr. soit Surtout que c'est un homme qui est très passionné, on le voit. Hein, il est passionné, passionnant pour certains. Donc, il a l'air d'avoir un avis très tranché sur les choses. Et là, on a l'impression qu'il s'adapte parfois un peu. Alors, pour répondre certainement à des exigences, hein, on le sait. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a des questions qu'on se pose. C'est ça. Moi, c'est ce qui m'embête, c'est qu'est-ce qui, du jour au lendemain, l'a fait changer à ce point? Qu'est-ce qui l'a rendu aussi agressif à ce point? Qu'est-ce qui l'a rendu aussi polarisé et dans la réfutation systématique et haineuse de la contradiction, dans le fait de cibler avec autant de haine les autres camps de la démocratie. Il est allé parfois même il avait un comportement injurieux, hein, certaines fois. Hein, donc clairement, qu'on se le dise, bien sûr. Qu'on se le dise, moi dans mon cabinet, en tant que manager, si je parle comme ça aux gens avec qui je travaille, prud'homme. Évidemment. Direct. Donc, il y a évidemment des problèmes de communication. Et encore, c'est un euphémisme. Donc, moi, ce qui m'interroge, c'est effectivement qui polarise cet homme, quel est l'intérêt et comment est-ce qu'on peut laisser... Aujourd'hui, plus personne ne le voit comme un animateur et on le voit en réalité comme un influenceur politique. Bien sûr, il est devenu et d'ailleurs, il est devenu un personnage politique et lui-même se place comme un père. Il laisse un peu planer le doute, hein, mais clairement, il s'est positionné. Avec la méthodologie classique qui consiste à dire que dès que quelqu'un te dit que ce que tu fais ne respecte pas la règle, bah, tu vas vouloir, changer la règle, deux, accuser l'arbitre, en fait, d'être partial, en oubliant même que la position que tu défends à longueur de journée est elle-même beaucoup trop partiale pour qu'elle puisse être considérée comme plurielle. Alors, attends, c'est où? Voilà. On est bon. Merci.